Tep, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là avec vous pour partager avec vous des contenus de mes dernières recherches où j'ai un peu plus à peaufiner ce que j'appelle le féminin sacré et je suis extrêmement contente de pouvoir le partager avec vous. Je trouve que c'est extrêmement important, donc je trouve que comme le diraient des influenceurs YouTube, il faut partager un maximum cette information parce que je veux que toutes les femmes, que toutes les filles qui vivent sur cette terre, la terre-mère, qu'elles soient de peu importe l'origine, peu importe le statut, je veux que toutes les femmes de cette terre soient au courant de cette information car à travers ces derniers siècles, même ces derniers millénaires, l'homme a pris le pouvoir qui ne devrait pas. Et c'est pour ça que ce monde part en couille, j'ai envie de le dire. Ouais, je trouve que l'expression est bien trouvée. On va en parler, hein, des fameuses couilles. Restons polis, hein. On va faire tout ça dans la diplomatie. Mais c'est important que les femmes soient au courant parce qu'il faut transmettre cette information à vos filles pour que plus tard, dans une génération, le monde revient à son équilibre. Puisque le patriarcat est vraiment une question de la suprématie, du plaisir et donc de la sexualité de l'homme. Pas que la sexualité en fait. Le plaisir masculin n'est pas basé que sur le sexe, il est vraiment basé sur cette notion de pouvoir et de soumission. C'est vraiment ça, la soumission du féminin, alors que la nature nous dit le contraire à 100%. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire plusieurs vidéos. J'ai eu beaucoup de mal là, il m'a fallu 1 heure. Il m'a fallu 1 heure pour me concentrer, pour pouvoir venir vous expliquer ça un peu. Je vais essayer de le faire comme je peux. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je fais de la vulgarisation. De la vulgarisation. D'accord? Donc, mollo, on peut discuter. Vous m'envoyez un message, vous me contactez en privé ou je ne sais quoi en commentaire et on discute. Je suis extrêmement ouverte et je suis impartiale dans mes recherches. J'insiste. Très impartiale. Et c'est cette impartialité qui m'a permis, pendant plus de 10 ans, d'avoir toutes ces informations que je trouve capitales, mais vraiment capitales, pour comprendre qui a la place de quoi. Enfin, comment dire, qui doit aller où et qui doit faire quoi dans ce fameux jeu de rôle homme-femme. D'accord? Je vais repréciser. Les féministes ne sont pas l'ennemi de la communauté noire. Vous avez, dans le féminisme, vous avez les féministes qui, elles, sont une conséquence de tout ce que les femmes blanches ont subi depuis 8000 ans. Les Yamnaya, si vous êtes noir conscient, vous savez de quoi... ils ont foutu un putain de bordel et ils ont massacré beaucoup de gens. Et cette première violence, ils l'ont d'abord infligée à leurs femmes. Il y a tout un narratif, toute une explication qui peut être expliquée de ce processus à travers ces derniers siècles. Je ne suis pas là pour ça, mais on peut en débattre parce que je l'ai étudié aussi, pour comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant. Je suis passée par là pour le comprendre, pour comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Je suis passée par toutes ces étapes pour comprendre ça. Donc je ne suis pas féministe parce que je suis une femme noire, mais elles sont mes alliées. Vraiment. Parce qu'elles sont efficaces. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Que ça blesse ou que ça blesse pas vos égos, c'est la réalité. Et c'est l'histoire qui me le dit. Deuxième chose. Alors, il y a ce deuxième groupe dans le féminisme. En fait, le féminisme, il est divisé en 2 groupes. Il y a les féministes qui est le mouvement des violences que les femmes ont subies en Occident, de la communauté des Blancs. Et puis, il y a les féministes extrémistes. Et c'est les féministes extrémistes, elles ont été infiltrées dans les années 60 par la CIA et tout ce bordel-là. Je suis pas là-dedans et je ne roule pas avec ces femmes-là. Ok? Mais même si je roule pas avec ces femmes-là, il faut qu'elles écoutent ça. En espérant qu'elles vont se calmer. Et arrêter de rouler avec le patriarcat. C'est tout. Petite parenthèse faite. Deuxième chose, on va commencer avec un poème. Là, c'était juste une petite parenthèse d'introduction.
Euh, je voudrais vraiment insister, en étant ce 15 novembre, euh, de, de mon amour que j'ai pour tous mes ancêtres. Cet amour, et j'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens quand je pense à eux. Là, en plus de ce que je viens d'apprendre, me confirme et me réconforte dans cette suprématie intellectuelle. C'est pas une suprématie, parce que le mot suprématie est très péjoratif. Dans cette supériorité intellectuelle que nos ancêtres avaient, qui est une réalité que le monde non mélanoderme n'accepte pas encore aujourd'hui, et je peux l'entendre. Parce que franchement, c'est du lourd. C'est vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Alors, on va ouvrir la séance avec un poème que j'aimerais partager avec vous, euh, d'une d'une influenceuse que je suis sur Instagram et qui m'a autorisé à lire un de ses poèmes, parce que voilà, il n'y a pas que moi qui écris des poèmes, et je trouve que ce poème est, mais c'est plus. Alors là, moi, il y a moi, et puis il y a ce poème. Donc je voulais partager avec vous. Alors elle s'appelle, donc son Instagram c'est cocol.oko, donc KOCOL.OKO. Et ce poème est magistral. Autant dans cette énergie de liberté qu'est le monde artistique, autant dans cette complexité. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès ou pas. J'ai pas discuté vraiment avec elle. Je lui ai juste posé la question si je pouvais partager avec elle ou pas. Enfin, partager avec vous ou pas son poème. Mais même d'un point de vue complexité, j'ai étudié la poésie en cours de français. J'ai eu mon attestation de réussite, on va dire ça comme ça, en cours de français. Qui est à un niveau de réto. Donc voilà, j'ai réussi ma réto en français. Et donc du coup, mon examen de réto, c'était la poésie. Et donc j'ai étudié donc, avec les Alexandrins. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait délibérément le choix de faire de la poésie en prose. Parce que mes origines m'obligent à rester dans cette énergie de liberté. Alors, mais il y a aussi l'exercice intellectuel qui du coup devient euh, extrêmement riche à étudier. Et j'aimerais bien le partager avec vous puisque j'ai fait du conservatoire, j'ai fait du français parlé, cours de français parlé, et donc j'ai appris, donc j'avais des cours de diction, donc j'ai appris à bien parler français. Ok. Donc, je vais essayer de faire du mieux que je peux, du peu qu'il me reste de mes anciens cours de conservatoire, et je me lance. C'est parti. Quand ton silence se fond dans mes nuits sans écho, je devine en murmure les mots qui manquent aux mots. Chaque absence est promesse, chaque soupir est appel, qui frôle l'horizon de ce que l'on s'avoue à peine. Je fais une petite pause, j'aurais dû vraiment travailler le texte. Je vais réessayer après. Mais là, je vais juste vous lire le texte à chaud, mais il y a vraiment un travail qui peut être fait sur ce texte, c'est une dinguerie. Il est vraiment beau, j'aime beaucoup. Je comprends que cette peur, ce trop-plein de passion, les mots que l'on retient pour se faire plus léger, les silences qui pèsent, les espoirs qu'on ajourne dans l'attente infinie d'un amour sans détour. Alors attends, je t'entends, j'accueille et je respire.
ces mots que tu retiens, ces mots, ces vers que tu suspends. Et peut-être un jour, sans crainte ni fardeau, on se lira en paix, cœur à cœur, mot à mot. Alors, attends, je t'entends. J'accueille et je respire. Ces mots que tu retiens, ces vers que tu suspends. Et peut-être un jour, sans crainte ni fardeau, on se lira en paix, cœur à cœur, mot à mot. Haché. Il est magnifique. Ce texte est magnifique. Ça, c'est de... Voilà. Cette femme est extrêmement puissante en poésie. Et là, j'ai rencontré mon maître. C'est une dinguerie. Vraiment. Impressionnant. Et c'est pas le seul. Hein. Il y en a plein comme ça. Franchement, petite pub faite, entre guillemets. Je vais continuer, parce que je me suis fait une petite fiche rouge, parce que j'ai tendance à vite m'emmêler les pinceaux, parce qu'en plus de ça, j'ai envie de commencer par la fin. J'ai envie de commencer par la fin, parce que c'est trop important ce que je dois vous dire là. Vraiment. Donc, je vais vous décrire le tableau, on va lire le planning, et puis ensuite le planning, ouais, bon, faut que je monte plus ma tête, parce que j'ai une super coiffure là. T'as vu ma coiffure? Franchement. Bon. Donc, gloire aux ancêtres, gloire à tous ceux qui m'ont précédé, tous ceux qui contribuent à cet enrichissement intellectuel qui permettent d'élever ma communauté mélanoderme, ma communauté panafricaine et ma communauté féminine à s'élever. Parce que la puissance, c'est ça. Et Sekhmet est la puissante, celle qui élève, pas celle qui rabaisse. Haché. Donc, je continue. Ça fait déjà 12 minutes. Bon, c'est pas grave. Ça va évincer tous les blaireaux, on va dire. Les mononeurones. Il faut rester qu'entre gens intelligents. Ça va. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes intelligent. Ok. Donc, j'ai terminé mon poème et on va commencer avec le premier chapitre de mon sujet avec la méiose. C'est parti. Alors, je vous explique. Coucou. Alors, nous sommes ici, puisque je vais parler des appareils reproducteurs féminins et masculins. Je fais encore une petite parenthèse pour expliquer de tout ce bordel là qu'ils font avec leur cours d'éducation sexuelle. Vous faites juste ça. Et vous avez un cours d'éducation sexuelle. Sans parler de zizi, sans parler de masturbation, sans parler de quoi que ce soit. Que les choses soient claires. Petite parenthèse fermée. On est en biologie cellulaire, mais là, ça s'appelle de la biologie cellulaire. Oui, parce qu'on va parler de cellules et on va parler pas de n'importe quelle cellule, puisque un spermatozoïde et une ovule, ce sont des cellules. Donc, MOSI. Méiose, ovogenèse et spermatogenèse. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Vous pouvez déjà vous référer à ce petit tableau parce qu'il est super important, parce que c'est ça qu'on va développer. Zolé. On va parler des mitochondries et de la duplication de l'ADN. Donc, l'importance des mitochondries et de la duplication de l'ADN. Mais de toute façon, je vais en parler dans la méiose. De la mitochondrie. Je vais vous expliquer. Ça va vous choquer. Je vais vous... Comment on dit? Je vais vous... Non. Tu te calmes. Le pouvoir, c'est élevé, c'est pas rabaisser. Je vais vous expliquer le lien entre la mitochondrie et... Vous allez voir. Donc, Tatou, c'est les artefacts mondiaux. Vous avez vu le petit truc là que j'ai mis là? C'est pareil. En Égypte antique, c'est un symbole qui symbolise le féminin. Donc, que je reste quand même dans l'écran. Donc, des peuples autochtones,
des peuples autochtones et matriarcaux. Parce qu'en fait, c'est... Quand vous parlez des peuples autochtones, vous parlez des peuples matriarcaux. Ils le sont tous. Vous allez en Amérique, vous allez en Afrique, vous allez en Europe, vous allez en Asie et vous allez en Australie. Il est toujours question de peuples matriarcaux. Alors à quel moment ça a changé? Ce serait bien de se poser la question et surtout quel impact que ça a. Il suffit juste de regarder les infos et d'aller sur les réseaux sociaux et vous allez voir à quel point ça fout le bordel. Parce qu'en plus de ça, je vais vous expliquer à travers ceci que c'est contre nature, mes chatons. Être hors du matriarcat, c'est être contre nature. Ok, comme ça c'est dit. On va parler de ce que je nommais rat féminin. Ouais, parce que je trouve que ceux qui parlent de rat, finalement, ils savent pas trop de quoi ils parlent. Je n'insulte personne, je fais juste une observation. Et ça va être intéressant d'en parler et de développer ça. Qu'il y ait plus de personnes qui se penchent là-dessus. Parce que j'ai l'impression que ça arrange tout le monde de zapper cette partie-là. Alors que c'est cette partie-là qui devrait être la définition de ce que vous prétendez être. Ok. Et Tanou, donc là ce sont mes sources. Et donc on va parler, donc je vais essentiellement parler, donc de toute façon il y a les sources internet, je vais les citer quand je vais les lire. Et je me base essentiellement sur le cours que j'ai reçu en biologie de Philippe Rossom de l'ITN, qui est biologiste de profession, qui est mon professeur numéro 1, surtout avec ce que je viens d'apprendre. Alors, et aussi j'ai ce livre où j'ai préparé les trucs là que je vais vous montrer, donc l'Amérique précolombienne, c'est-à-dire l'Amérique avant la colonisation. Et comment dire, ça veut dire que en fait, on sait pas, je viens de vous dire, je viens de vous dénoncer, je viens de vous avouer en vérité à partir de quel moment les peuples n'ont plus été matriarcaux. Comme moi, comme ça c'est clair. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Ok, on continue. Oui, je vais vous donner... Attendez, parce que sinon je vais l'abîmer. Je suis allée au musée du Louvre aussi. Putain, il faut que je reste dans l'écran. Ou alors, c'est ce que je vais faire. Attendez. Je vais reculer ça. Là, on est vraiment en mode freestyle. Mais non, mais après, du coup, je vois pas le tableau. C'est important, le truc là. Il faut que je reste ici. Comme ça. Ok. Je suis allée au musée du Louvre, où j'ai trouvé des artefacts qui confirment ma théorie. Je suis allée au musée de Tervuren, qui confirme les artefacts qui ont des artefacts qui confirment ce que ma théorie. Enfin, c'est pas vraiment une théorie en fait. Moi je fais juste qu'étudier et puis après je constate des trucs ou pas. Et dans ce livre en fait il y a beaucoup d'artefacts qui se trouvent à l'autre musée d'art et de culture à Bruxelles aussi. Il va falloir que j'y aille parce que les photos qui sont là-dedans sont des artefacts que je pourrais voir en vrai quoi. C'est une dinguerie quand même. Non, je vais pas dire cette connerie parce que c'est vraiment pas le cas. J'ai failli dire une connerie pour rigoler, mais on ne rigole pas avec ça. Ok. Et donc aussi, par rapport aussi à l'explication du drapeau du Bhoutan, et je peux même rajouter, en fait, il y a même le drapeau de la Sicile. J'ai réfléchi à ça. Essayez de voir à quoi ressemble le drapeau de la Sicile et vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc ça veut dire qu'avant, les peuples étaient matriarcaux. C'est une preuve. Le drapeau est une preuve. Et le drapeau du Bhoutan en est une autre aussi. Parce que je vais vous expliquer, je l'ai étudié. Et par contre, j'ai plus les références de où j'ai trouvé l'information. Mais voilà. En fait, comme je vous expliquais dans les premières vidéos que j'ai fait sur YouTube, la première chose que j'ai étudiée, c'est le symbolisme. C'est vraiment le symbolisme, mais dans son sens universel. Qu'est-ce qu'un cercle? Qu'est-ce qu'un triangle? Chez tous les peuples. Et puis, à travers le temps, comment ça a évolué, comment ça s'est transformé, comment ce symbole a été repris dans différents mouvements, dans différentes communautés, etc. etc. J'ai étudié, mais j'ai vraiment mangé le dictionnaire, je vous le jure. J'ai mangé le dictionnaire. Il y a un truc comme ça.
J'ai mangé toutes les feuilles. J'ai lu toutes les feuilles, vraiment. Et j'ai pris le temps. Hein. J'ai pris le temps de le faire et il y a des témoins. Bon, je peux effacer ça. Comme ça, j'ai fait la présentation de ça. Et on va passer à la méiose. Alors, je vous explique en 2 mots. Comme je vous ai dit, je fais de la vulgarisation de la vulgarisation. Donc, c'est vraiment pour que ce soit vraiment accessible pour tout le monde, parce que c'est des trucs que les étudiants étudient. Moi, ça, c'est des trucs que j'ai étudiés, donc ça a l'équivalence de, en Belgique, 5e, 6e secondaire, et en France, c'est l'équivalent du bac. Donc, tous les étudiants, tous les gamins de merde, les gamines de merde là, qui ont moins de 20 ans connaissent ça. Mais c'est pas expliqué de manière à ce qu'il y a vraiment une compréhension derrière qui puisse élever. Je trouve que c'est pas bien. Je trouve que l'approche n'est pas bien faite et je pense que ça pourrait régler beaucoup de problèmes sociétals si c'était mieux expliqué. Et c'est pas assez mouillé, j'arrive. Eh, dis donc, ça c'est un truc qui m'arrive pas souvent. Bon, on arrête ça. On n'est pas là pour rigoler les chatons. On est là pour bosser un peu, un tout petit peu quand même, mais en s'amusant, c'est important parce que quand tu étudies en t'amusant, tu retiens mieux les choses. Ok, c'est parti. Bon, ça s'appelle la méiose. C'est le schéma de la méiose, je prends mes craies. On va prendre du verre. Alors, ceci, c'est en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est en fait la... J'ai une feuille. J'ai une feuille qui l'explique. J'ai préparé mes feuilles, mais j'aime pas comment la... Ouais, comme ça c'est mieux. Parce qu'à chaque fois vous me voyez à moitié, c'est pas top. Et moi, si je suis en mode j'ai réfléchi, j'ai pas le temps de checker ma tête là pour voir si ça va. En fait, je me suis maquillée pour vous avez vu. Je me maquille plus vraiment. Mais là, j'avais envie de me mettre toute belle pour vous. Parce que je sais que j'ai des fans là qui me suivent là. Tous les tous ceux à qui j'ai refusé de me marier. Tous ceux avec qui j'ai refusé de me marier. Et je sais que... Et d'autres potes avec qui je m'entends très très bien depuis très 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 longtemps, qui me connaissent depuis très 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 longtemps. Et qui me disent, hey, quoi les vidéos, moi je te suis à chaque fois, je t'attends et tout. Donc Hugor, on est ensemble. Et j'espère que ta petite famille va bien. Voilà. Mais en fait, je vais commencer par le plus croustillant ou pas? Non, on va commencer. J'ai déjà envie de vous raconter ce que j'ai découvert aujourd'hui. Mais on va commencer mollo parce que sinon ça va pas être très compréhensible et je vais perdre le fil de ce que je dois vous expliquer. Je vais vite m'embrouiller et je me suis dit je vais pas faire de vidéo en mode je fais des coupages et tout. J'ai pas le temps. En plus, je maîtrise pas. Après, ça me casse les couilles. Et puis après, j'oublie. Et puis après j'arrête tout. Bon. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire une autre vidéo. Où dans cette vidéo-là, en fait, je vais être vraiment très explicite dans ce que je vais décrire là. Parce que là, je vais vraiment aller très très vite. Pour arriver là où je voudrais vous expliquer. Parce que c'est vraiment important. Et je voulais vous montrer, en fait... Donc, on va faire simple. Parce que là, je m'embrouille un peu. Je commence déjà à m'embrouiller. Vous avez, pour pouvoir concevoir un enfant, il vous faut un homme et une femme qui vont faire du gnoxage, peu importe comment tu veux appeler ça. On va pas parler de ça, on va parler de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est que l'homme va produire des spermatozoïdes et la femme va avoir produit un ovule qui va être fécondé par les spermatozoïdes. D'accord? Donc, moi, ici, on est à l'étape où formation de spermatozoïdes et formation de l'ovule. Vous me suivez? Et là, on est ici au tableau. Et je vais refaire le schéma pour que vous compreniez. En fait, je vais quand même vous expliquer ce qui est super crucial maintenant. On n'attend pas.
On est trop pressé, mon chaton. Alors, ce qui se passe, donc, lors de la spermatogenèse et l'ovogenèse, c'est que vous avez votre cellule. Alors là, c'est la cellule, on va dire que la différence, en fait, donc, dans la division cellulaire, vous avez une mitose et une méiose. La mitose, c'est la division cellulaire simple, c'est-à-dire une cellule mère donne 2 cellules filles. Basique. Ça, c'est la mitose. Et vous avez la méiose, donc ici, là, la méiose, où là, vous avez la formation d'une ovule et la formation d'un spermatozoïde. Et j'insiste sur la façon dont je vais le représenter parce que c'est exactement ça. Donc, lors de la formation d'une cellule une cellule sexuelle qui va donner naissance à un être vivant, lors de cette formation, vous avez dans un premier temps une mitose. Donc, vous avez cette cellule qui va devenir un ovule ou un spermatozoïde, qui va se différencier en 2 cellules. Donc, vous savez ici que une cellule contient donc l'ADN nucléaire, et l'ADN nucléaire, il est composé de 2 paires de 23 chromosomes. Donc ici, vous avez, qui est représenté dans le monde scientifique par 2N. Donc, une cellule mère donne 2 cellules filles, ça veut dire que vous allez avoir 2N ici et 2N ici. Lors de l'ovogenèse, vous avez donc ces 2 cellules-là. Donc, c'est comme si vous avez 2 paires, donc c'est comme si vous avez 46 chromosomes et 46 chromosomes aussi. Sauf que ce n'est pas possible d'avoir 46 chromosomes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2N qui va se différencier en N, 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 N. Pour la spermatogenèse aussi. Donc, vous allez avoir donc 2N et 2N qui vont donner N, 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 N. Sauf que, et c'est ici que ça devient intéressant, mon chaton. Là, la nature dit l'homme et la femme sont égaux. Effectivement, et c'est une mitose qui a eu lieu. Mais ici, ce passage-là, de 2N à N, on n'est plus dans une mitose, on est dans une méiose. Et dans la méiose, donc la création de cellules sexuelles, reproductives, vous allez, et c'est là aussi que ça devient différent, c'est que donc ici, vous allez avoir un spermatozoïde créé, un autre spermatozoïde créé, qui va porter donc du coup 23 chromosomes, 23, 23, 23 et 23. Ça devient logique, hein? Là, c'est logique, c'est très simple. Et ici, vous allez avoir aussi la même chose. Vous allez avoir une cellule, une autre cellule, une autre cellule et une autre cellule. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Les camètes, je vous demande d'ouvrir grand vos oreilles. C'est que, et on va préciser après pour ça, c'est que ici, on appelle ça des cellules polaires. En fait, c'est des cellules qui ne vont jamais arriver à maturation. Parce qu'il y a différentes étapes de création pour qu'elles deviennent une ovule. J'ai le cours ici pour vous expliquer, pour les citer, mais bon, pour que ce soit accessible à tout le monde, ça ne sert à rien que je vous donne des noms scientifiques parce que ça ne va pas forcément vous aider à comprendre. Mais on va dire que ce sont des cellules qui n'arrivent pas à maturation, c'est ce qu'ils appellent des cellules polaires. Et donc, dans ces cellules polaires, vous avez celle-ci qui ne deviendra jamais un ovule, vous avez celle-ci qui ne deviendra jamais un ovule, et vous avez celle-ci qui ne deviendra jamais un ovule, et c'est celle-ci qui porte 23 chromosomes, 23 chromosomes, 23 chromosomes, 23 chromosomes, qui va devenir fécondable, ou pas, hein, mais elle va devenir une ovule. Et en devenant une ovule, ça veut dire que quand la femme va avoir ses ragnagnas,
Ça veut dire qu'elle est en nouveau cycle et son nouveau cycle va créer une ovule. C'est celle-là. Et celle-là va rejoindre. Parce que lors de la fécondation, il n'y en a qu'un qui peut réussir. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. On est bien d'accord. C'est la nature qui le dit. Et donc, la formation de ces deux-là va créer un nouvel ovule qui sera donc appelé zygote. Et ce zygote-là va porter du côté de sa mère 23 chromosomes et du côté de son père 23 chromosomes. Du coup, on revient à 2N et vous avez l'être nouveau créé. On ne peut pas faire plus simple que ça. Première étape. J'espère que j'ai été claire. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair que ça, mais c'est ça là. Je demande aux kamites, parce que les autres, peut-être que vous ne comprendrez pas. Vous ne connaissez pas une histoire où vous avez 4 individus, où 2 sont stériles, un autre, il est stérile parce qu'il est mort. C'est bien ça, hein, c'est des cellules qui n'arriveront jamais à maturation, donc mort. Et il y en a une seule qui est vivante et qui est l'élu. Ça ne vous fait pas penser à une histoire qui va recréer quelque chose? Et c'est là où ça devient intéressant, les kamites. Parce qu'on va s'intéresser maintenant. On va s'intéresser à ça. Lui là. Celui qui est choisi là. Celui qui est l'élu. Oui, putain, on ne me voit même plus. Il faut que je me regarde un peu. On va parler de celui qui est l'élu. Donc, si vous voyez que il y a un peu, là ici, l'homme, il a un peu ce côté avantageux où il crée 4 individus qui sont viables. Et ici, la femme, elle va en créer 4, mais il n'y en a que un qui est viable. En termes scientifiques. Alors, je reprends. Ici, je viens d'expliquer. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, je peux l'effacer. Et on passe à la suite. Et là, je vais m'asseoir parce que je vais vous montrer les trucs. Alors, je vais vous montrer tout ça. C'est pas moi qui le dis. Je vais vous montrer ça. En fait, je ne vais même pas le dessiner. Je ne vais même pas prendre le temps de le dessiner. Je vais vous expliquer. Parce que une image vaut 1000 explications. Alors, en fait, ici, il y avait ce que je viens de vous expliquer. Donc, comme je vous ai dit, c'est le cours le cours de Monsieur Rossum. Et donc, ce que je viens de vous expliquer, en fait, est détaillé dans ce petit tableau. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je suis déjà à 30 minutes. C'est une dinguerie. Ok, on va essayer de ne pas dépasser les 50 minutes. Comme ça fera un peu maîtresse, t'as vu. Bon, alors moi, j'ai calé sur cette image et je me suis dit, non, il y a un truc. Il y a un truc. Mais franchement, il y a un truc. Regardez bien ça. Alors, je vous explique. Vous voyez ça? Donc, c'est le fameux spermatozoïde. Ceci, là, c'est ce qui permet au spermatozoïde d'être mobile. Donc, pour aller chercher l'ovule. Puisque, j'espère que vous êtes au courant pour ceux qui ont des enfants. Parce que sinon, je ne sais pas trop ce que vous faites. Hein. Vous faites un peu du mimétisme sans savoir ce que vous faites. Il faut savoir que l'ovule n'est pas mobile. Donc l'ovule, il est expulsé des trompes de Fallope. Et puis une fois qu'il est sorti des trompes de Fallope, il est là, il attend. Et puis s'il n'est pas fécondé, il devient le corps jaune. Et puis le corps jaune va devenir... La sécrétion va sécréter une hormone qui va diffuser à l'hypophyse, je crois. Enfin, au cerveau. Comme quoi, non, c'est mort, cette fois-ci, il n'y a rien. Pour parler crûment, c'est à peu près ça. Et puis donc il dit, ok, c'est bon, on est reparti pour un tour. Et puis donc du coup, là, vous avez l'endomètre qui se détache. Et c'est ce qu'on appelle les règles et donc le nouveau cycle. Je suis une femme, j'ai un appareil génital féminin, je connais mon corps. J'espère que vous en faites autant, les hommes, parce que j'ai pas l'impression que les hommes connaissent leurs appareils. En tout cas, cette image ici, elle dénonce quelque chose d'extrêmement puissant. Ça veut dire que ceci-là, ce truc-là, il sert strictement à rien. Donc, vous avez ceci. Enfin, si, c'est peut-être au niveau, peut-être sur le plan physique pour pouvoir avoir de... Vous savez, plus
plus vous avez de la longueur et plus vous avez la possibilité de vous mouvoir. Mais là, on est dans la physique. On n'est pas encore là. C'est pas ça. C'est pas ça. On n'est pas encore dans ça, mais ça pourrait être expliqué. Donc, je dis pas que c'est inutile, mais je veux dire, par rapport à ce que j'explique, c'est pas intéressant. Donc, vous avez ceci. Donc, si vous vous observez, vous pouvez constater hein, que la mitochondrie, l'espace matériel, donc, du spermatozoïde, est composé de plus de la moitié de mitochondries. L'ADN mitochondrial est transmis de mère à enfant. Uniquement de mère à enfant. Ça veut dire que votre ADN mitochondrial, peu importe qui tu es sur cette terre, femme, homme, je m'en fous des autres, je suis pas là, on n'est pas là-dedans. Vous avez tous un ADN mitochondrial. Et cet ADN mitochondrial, il est extrêmement important. J'arrête pas de le dire. Et maintenant, je commence à comprendre pourquoi. Vous avez ici, dans la tête du spermatozoïde, en fait, l'ADN nucléaire. Et l'ADN nucléaire, il est composé de, comme je viens de vous l'expliquer, non, ça c'est pas, non, ça c'est le zygote. Mais l'ADN nucléaire, il est composé de l'ADN de la mère. C'est 50-50. 50% de l'ADN de la mère, hein, et 50% de l'ADN de son père. C'est ça, hein, le nouvel individu. Donc, quand vous divisez votre ADN que vous portez, c'est l'ADN de votre père et de votre mère. Sauf que le spermatozoïde, ici, il explique autre chose. Il explique que plus de la moitié est la mitochondrie, donc uniquement 100% féminin, et que dans cette deuxième partie qui est 50-50, dans cette deuxième partie, vous avez... Donc c'est comme si vous avez... Donc ça, on va dire que ça, c'est 100%. Ça, c'est, on va dire, 60%. Et dans les 40%, vous avez 50%. Des 40%, vous avez 50% de votre mère et 50% de votre père. Et est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Tu sors d'où, mon chaton? Ok, ça c'est fait. Bon, on est là pour s'élever et pas pour rabaisser. Faut que je me calme avec ça, mais quand vous comprenez ce que je viens de vous expliquer vraiment, sur le plan intellectuel et sur le plan social, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez l'affaire? Est-ce que vous voyez l'affaire? Est-ce que vous voyez l'affaire? Bon. Je voulais... on va développer la partie scientifique mitochondrielle, mais parce que dans la duplication de l'ADN, ça c'est la deuxième partie. Là, je viens de terminer le premier chapitre sur la méiose. J'espère que j'étais très claire. On ne peut pas faire plus clair que ça. Et donc ici, on parle de en fait, je crois que la deuxième partie, je vais faire une autre vidéo avec ça parce que c'est tellement vaste que je pourrais faire juste une vidéo et là, je me rends compte que je suis déjà à 38 minutes. Donc la partie mitochondrie et duplication de l'ADN, on le fera plus tard parce que ça débouche sur tellement de sujets. Les créations, assimilation artificielle, donc les procréations assistées. Tout ce qui va être métabolisme. J'ai été voir une conférence sur le microbiote intestinal il y a quelques jours. C'est du lourd, hein, les chatons. C'est vraiment du lourd. Et vous savez quoi? L'ADN y est lié. Donc, qui dit ADN dit division cellulaire. Ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est vraiment important. Super important. Mais là, ici, je pense que je vais zapper ce chapitre-là. Parce que ça fait beaucoup de temps. Donc ici, on va parler des artefacts mondiaux, des peuples matriarcaux. Et donc, du coup, ici... en fait, je crois que je vais vous montrer des vidéos. Ce sera peut-être plus simple. Enfin, montrer des photos. Des trucs que j'ai trouvés, que j'ai vus
dans les musées et dans le livre, je vais montrer le livre. Et les trucs que j'ai vus dans les musées qui confirment que les peuples autochtones étaient conscients de ça. Alors, je sais pas comment ils ont fait parce qu'ils n'avaient pas d'appareil là pour voir en plus gros, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas de labo. Donc, comment ils ont fait pour être au courant de ça? Parce que c'est un peu flagrant. Je suis désolée, mais c'est un peu flagrant où tu te dis, c'est pas possible que les gens ils étaient pas au courant de ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc ici, donc on va passer, je vais interchanger, c'est pas grave. Et donc ici vous avez un chromosome. Donc c'est ça que j'ai parlé un peu dans la duplication de l'ADN, c'est un peu par rapport à la division cellulaire. C'est intéressant. Dans mon sujet, et j'expliquerai pourquoi après, parce que sinon je vais trop m'égarer, ça va être trop compliqué. Donc ici vous avez une représentation du chromosome. Vous voyez à quoi ça ressemble un chromosome? Quand même, ça ressemble à ça. Hein. Et chromo veut dire couleur. Donc c'est des filaments de couleur. Donc c'est des fils de couleur. Non, ou des grains. Je sais plus. Et non, c'est la mitochondrie. La mitochondrie c'est le grain et le chromosome, c'est des filaments. À chaque fois, je confonds les deux. Mais en gros, ça ressemble à ceci. Non? Moi, ça me fait penser à ça. Et donc, quand vous irez qui tient comme ça, ces deux choses qui forment du coup un Y, vous avez ceci. Donc, vous avez toute l'information de la cellule qui doit être dupliquée. Donc là, on est dans la mitose. Donc, une cellule mère donne 2 cellules filles. Donc, 2N qui va donner 2N et 2N. Voilà pourquoi le chiffre 4 est extrêmement important dans toutes les cultures autochtones. Je sais pas, hein? Et le chiffre 4 est le symbole de la force. On parle bien des mêmes choses. J'adore. Franchement, je suis passionnée par mes recherches, c'est une dinguerie. J'apprends plein de trucs et je trouve ça super intéressant. Et donc ici, vous avez le centromètre. Et donc ici, vous avez donc les trucs là, ici, les hélices, ça s'appelle des chromatides. Et donc, du coup, mais non. Là, par contre, j'allais dire une bêtise. Là, ici, faut pas hésiter. Si je me trompe, j'allais dire un truc parce que je pensais que c'était ça, mais je me suis trompée quand j'ai pensé à ça parce que c'est pas correct. Mais parce que l'ADN mitochondrial que j'ai parpillé. Putain, c'est une dinguerie ça. Alors ça, c'est un truc. C'est pour ça que je me suis dit quand je vais parler des mitochondries, parce que j'ai trouvé un article, mais il est puissant cet article, c'est une dinguerie. Regardez. Donc ici, c'est super intéressant à savoir. J'ai envie de dire non, sinon je vais. Ok, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo parce que sinon ça va pas aller. Je ne trouve plus le truc que je voulais partager avec vous, mais ici je vais continuer parce que j'ai pas fini. J'ai regardé après mon cours. Oui, c'est pour ça que la mitochondrie, parce que voilà, comment on peut représenter aussi la mitose. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Ça vous fait pas penser à quelque chose? Moi, je trouve que si, quand même. Peut-être à ceci. Ah, donc c'est bien un symbole féminin, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ouais, c'est un symbole féminin. Et il y a aussi ce symbole-là que j'ai vu donc, au musée du Louvre. En fait, qui représente ce symbole-là aussi. Et donc, vous avez les 3 cercles, avec celle du milieu. Et celle du milieu, c'est qui? C'est Hathor. C'est Isis Hathor ou Aseta Hathor, la bien-aimée, donc celle qui est choisie. Vous entendez? Vous avez vu? Vous vous rappelez de ce que je viens de dessiner? Celle qui est choisie pour porter la vie. Ok, on continue. J'ai perdu la feuille que je voulais vous montrer, qui représentait une mitochondrie en fait. Parce qu'il faut savoir en fait que la mitochondrie,
a une forme circulaire. En fait, elle n'a pas une forme circulaire, elle a une forme elliptique. Et le mot est juste. C'est comme un cercle qui a été étendu. Ça vous fait penser à quoi, les chatons? Le système solaire, il ressemble à quoi? Un cercle étendu. Non? Tout n'est que fractal. On est bien d'accord. Et donc ici, je ne sais pas où j'ai trouvé ça. Ah si, il écrit. Il y a la source ici. Il écrit je retiens.net. Donc ici, il y avait une représentation donc, de la division. Donc de la représentation où vous avez donc l'ADN nucléaire, comme je viens de vous expliquer. L'ADN nucléaire qui est transmis, vous avez 50% de votre mère, 50% de votre père. Et pour l'ADN mitochondrial, c'est ce qu'on appelle la lignée matrilénaire. Parce que ça ne se transmet que de la mère à l'enfant. Mais on va dire, je vais faire une autre vidéo sur la mitochondrie. J'en ai déjà fait, il faut que je le fasse, faut vraiment le faire. C'est un travail qui doit vraiment être fait parce que la communauté scientifique occidentale ne le fera pas. C'est pas un travail qu'ils peuvent faire parce que... En fait, je pense que c'est un travail qu'ils ont déjà fait, mais je pense que les résultats qu'ils ont trouvés ne les intéressent pas. Et c'est la communauté noire qui a intérêt à s'y pencher un peu. Et moi, j'ai pas de labo, les chatons, c'est de loin. J'ai pas de labo. Et là, franchement, c'est la prochaine étape pour moi par rapport. Donc, je dois faire des révisions, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, pour ça, je suis un peu trop sur YouTube. Je dois faire pour pouvoir, en fait, avancer et aller plus loin dans ce domaine de recherche, il faut que j'aille dans un labo. Je suis obligée d'aller dans un labo pour pouvoir voir de mes propres yeux ces mouvements au niveau cellulaire. Donc, on n'y est pas encore. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Alors, on va arriver là où je voulais vous emmener. En fait, donc, retenez bien ce que je viens de vous expliquer. Là, ça fait 50 minutes, Fallon. Mais on prend le temps, on chill, on discute parce que le sujet est super intéressant. Ça concerne tout le monde puisque on est tous sortis de ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Je vais vous lire ceci donc, que j'ai trouvé de clémédecine.com. Donc, /ovogénèse. Et donc ici, il parle de l'ovogénèse et la régulation hormonale de la reproduction chez la femme. Alors, quelques différences. Je vais lire tout le truc, mais vous allez bien retenir où je vais vous dire, attention. Quelques différences entre l'ovogénèse et la spermatogénèse. La méiose au cours de la spermatogénèse permet la formation de 4 spermatozoïdes, alors que lors de l'ovogénèse, un seul gamète est formé à chaque division méiotique. En fait, le gamète, c'est la cellule reproductrice, je crois. Les spermatogonies, donc ça, je vous ai dit, ils passent par plusieurs étapes de transformation pour pouvoir devenir le spermatozoïde et plusieurs étapes de transformation pour pouvoir devenir une ovule. Donc ça prend des noms bizarres comme ça là. Les spermatogonies se divisent par mitose tout au long de la vie chez l'homme adulte. Vous voyez? Donc, vous avez des cellules qui vont donc, l'action de méiose, donc la création d'une cellule reproductrice, se fait tout au long de la vie chez l'homme adulte. Et donc, du coup, dès que l'enfant... je sais pas si ça, par contre, du coup, je sais plus. J'ai peur de dire une connerie. En fait, dès que l'homme... Enfin, j'ai pas d'idée, donc je sais pas, je peux pas... Je suis une femme, donc je comprends du côté féminin, mais du côté masculin, dès que l'homme est capable de produire du sperme, ça s'enclenche, on va dire. En fait, c'est à la puberté. Je sais pas. J'ai pas d'idée, les chatons. Bon, on continue. En tout cas, pour les femmes, et donc, parce que le thème, c'est le féminin sacré, hein. On se rappelle ? Donc chez la femme, le nombre de gamètes est déterminé au cours de la vie intra-utérine. Alors je vais le répéter 3 fois. Chez la femme, le nombre de gamètes, donc la cellule qui est l'ovule, hein, une ovule, c'est une gamète, est déterminé au cours de la vie intra-utérine. Ça veut dire quand elle est dans le ventre de sa maman. Quand elle n'est pas encore sortie à l'air libre, quand elle n'a pas encore respiré, quand elle n'est pas encore visible,
Et quand elle est dans les os qu'on appelle le liquide amniotique de sa maman, elle fabrique des cellules qui vont devenir des gamètes. Je répète, chez la femme, le nombre de gamètes est déterminé au cours de la vie intra-utérine. Ça veut dire que l'embryon, enfin, on n'est pas à l'état embryonnaire, c'est l'état, là il faut que je vérifie pour être sûr, mais c'est après l'étape embryonnaire, vous avez le fœtus, et pendant toute cette période intra-utérine, elle va fabriquer toutes les cellules, et je vais refaire un tableau, elle va fabriquer, il est où mon truc là, j'ai pas entendu. Ça veut dire que pendant toute la période intra-utérine, elle va fabriquer ces cellules-là. Elle va fabriquer ça. Elle est encore à l'état fœtal. Et elle fabrique toutes ces cellules-là. Non, c'est deux. Je sais plus si c'est N. Non, attends. Là, j'ai un doute. Je vais peut-être dire une connerie. Faites attention. Elle va fabriquer des cellules qui vont se diversifier après. Donc, elle va fabriquer des cellules qui sont 2N, Fallon. Oui. Oui. Là, j'allais dire une connerie. Ça, c'est pas juste. Donc, elle va fabriquer des cellules qui sont 2N. Et donc, elle va fabriquer des cellules qui sont 2N. Et quand elle va devenir... Donc, cette fabrication de cellules, qu'on appelle des ovogonies, donc elle va en fabriquer tout un nombre, et ce nombre-là, donc, la production s'arrête à la naissance de la petite fille. Et puis, quand elle va avoir sa puberté, donc quand elle va avoir ses règles, ce cycle va se réenclencher, mais pas en fabriquant des cellules qui vont devenir des ovules, mais, enfin si, en fait c'est la continuité de cette transformation, puisque là on va être vraiment dans la fabrication de l'ovule. Donc c'est pas des ovules qu'elle fabrique en état intra-utérin, utérine, les mots sont compliqués en science, c'est une dinguerie. Elle va fabriquer les pré-cellules qui vont devenir des ovules. Mais ils vont devenir des ovules quand elle va faire la différenciation pendant ce qu'on appelle l'ovogénèse. Et l'ovogénèse, c'est la fabrication d'une ovule. Donc, première étape, mitose. Donc, vous avez 2N, 2N, 2N. Et puis ensuite, ils vont devenir N, 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 N. Et voilà. Et puis donc là, ici, vous avez celle-là pas bon, celle-là pas bon, celle-là pas bon. Et c'est celle-là qui va devenir l'ovule. Et que c'est celle-là qui aura la potentialité de devenir un bébé plus tard. Mais elle a été fabriquée, sa genèse à elle, c'est l'état, comme il est dit, intra-utérin. Donc, utérine. Oh, fuck you. La vulgarisation de la vulgarisation, hein, j'ai précisé. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous vous rendez compte on parle d'un être qui fabrique toute sa création quand il se trouve dans des os qu'on appelle le liquide amniotique, qui n'est pas encore visible et qui a toute la potentialité de sa création. Et sur le plan de l'ADN, il est la moitié de son entité, sa première moitié. Quand je vous dis qu'il faut que vous vous kiffez vous-même d'abord, je rigole pas. C'est la nature qui le dit. Ok ? J'espère que pour les hommes, c'est clair. Respecter notre putain d'autorité, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. C'est Mère Nature qui le dit. C'est tout. Et je veux que toutes les femmes soient au courant de ça. Ça veut dire que moi, en tant que femme,
moi l'être humain que je suis, quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'ai créé les cellules qui sont devenues aujourd'hui mes deux petites filles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est une dinguerie quand même. Ça veut dire que ma maman à moi, quand elle était dans le ventre de ma grand-mère, elle a fabriqué toutes les cellules des enfants à qui elle a donné la vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte si on va jusqu'à la première femme qui a donné naissance au premier être humain. Elle, on l'appelle Ève mitochondriale. En science, elle s'appelle Ève mitochondriale, la première femme qui a donné naissance au premier homme. Ça vous fait penser à rien, les Kamites? Elle va donner naissance à toute l'humanité. Puisque elle a créé toutes les cellules de tous les êtres vivants qui ont existé, qui existent aujourd'hui et qui existeront demain. Et vous savez quelle couleur de peau avait cette femme? À votre avis? À votre avis? Donc, les chrétiens, Ève là, que vous vénérez tant, de la Genèse chrétienne, elle est black. Hein. Alors, Ève de la Bible, elle existe. Sur un plan scientifique, moi je suis d'accord, elle existe. Sauf qu'on parle d'une personne qui est blanche. Faites gaffe. Et elle débarque il y a 8000 ans. Il y a 8000 ans d'ici, elle débarque. Elle a 200 000 ans. Elle a 200 000 ans. Et elle, là, elle a créé une ovule qui est devenue la Ève des chrétiens. C'est elle, sa grand-mère. Hein. Puisque, et là, ici, sur le plan juste scientifique, il faut chercher. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'infos, parce que elle sort bien de quelque part, elle aussi. Et là, il n'y a pas de données. J'aimerais bien en trouver, donc si vous en avez, j'aimerais bien qu'on partage ça. Parce que j'en ai pas. Mais pour toutes les autres, c'est vrai qu'elle sort, on ne sait pas d'où elle sort en vérité. Parce que... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est une dinguerie. C'est un peu casse-tête, hein. Mais c'est super passionnant parce que du coup, c'est une piste de recherche. Là, c'est une piste de recherche pour tous les passionnés de science. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à chercher là-bas. Peut-être que les scientifiques le codèrent l'ont trouvé, mais qu'ils ne partagent pas. Ils ont déjà eu beaucoup de mal à accepter que... Parce qu'en fait, pour pouvoir faire l'anthropologie migratoire des populations humaines, ils ont été obligés de reconnaître ça. L'ADN mitochondrial, qui est plus fiable que l'ADN nucléaire. Vous savez pourquoi il est plus fiable? Ça, c'est juste mon avis. Parce que l'ADN nucléaire est mélangé avec l'ADN masculin. Parce que l'ADN mitochondrial explique quelque chose d'extrêmement important. Puisque l'ADN mitochondrial se transmet de la mère à l'enfant, ça veut dire que la femme, à un moment donné, elle a un garçon. Et comment ça se passe quand la femme, elle a un garçon, alors? La femme, elle a un garçon, donc ça veut dire que l'homme, il roule avec l'ADN mitochondrial de sa mère. C'est logique, non? Et ça va même plus loin que ça. C'est grâce à cet ADN-là que ce petit zigoto peut bouger. La mobilité du spermatozoïde est exclusivement due aux mitochondries. En gros, si tu es fertile, c'est grâce à ta mère. Ça veut dire que tu es à 95% féminin. Puisque ton ADN nucléaire, c'est 50-50. Et l'ADN mitochondrial, c'est 100%. Ça veut dire que tu es à 75% féminin. Respectez notre putain d'autorité. C'est la dernière fois que je le dis. Puisque notre pouvoir et notre puissance élèvent. Et là, du coup, j'aime la langue française. Ok. Sur ce, j'avoue que ça m'emballe un peu. Hein. Ouais, je suis un peu remontée. J'essaie de me contenir, mais...
En fait, c'est toutes ces agressions que j'ai subies de hommes qui se disent matriarcaux, alors que leur comportement prouve qu'ils sont dans le patriarcat. Et ça m'énerve. Vraiment. Bon. J'ai dit que je parlerai des mitochondries plus tard parce que franchement c'est un sujet mais il est colossal. Même les scientifiques de diplôme et de labo et d'université n'en ont même pas encore terminé. Donc c'est pas moi, celle qui n'a pas eu son bac ni son CESS, qui va venir vous donner des cours de biologie génétique sur l'ADN mitochondrial. Par contre, je connais 2-3 petits trucs et j'ai lu, franchement l'article il est vraiment canon. Parce qu'en fait, il explique qu'ils sont en train de faire des dingueries en fait, avec les procréations assistées. Et qu'ils ne savent pas les effets que ça va faire dans le futur. En gros, je viens de vous résumer l'article. Ils engendrent plein de bébés par procréation assistée, mais ils ne savent pas dans l'avenir ce que ça va engendrer dans l'humanité. Parce que ces êtres de procréation assistée ont 3 ADN. Ils ont l'ADN de leur mère, ils ont l'ADN de leur père, et ils ont l'ADN d'Henrietta Lacks. Est-ce que vous connaissez Henrietta Lacks? S'il vous plaît, vous voyez l'affaire? C'est une dinguerie, hein? Donc, je termine. Je voulais vous montrer les artefacts en fait, qui m'ont aidé à avoir cette compréhension. Ici, vous avez un vase qui remonte à l'époque de Narmer. Donc, c'est plus ou moins 5000 avant Jésus-Christ. Donc, un vase, c'est quelque chose qui contient de l'eau, un liquide en tout cas. Regardez, c'est quoi ça? Voilà, c'est très simple, hein. C'est très très simple. Mais je vais vous montrer, il y a une autre... Vous avez ceci aussi, période de Narmer, moins 5000 avant Jésus-Christ. Donc des artefacts qui ont 7000 ans. Juste ça. Il y en avait un autre aussi. Ok, vous avez celui-ci. Donc ça c'est un objet de culte. Donc ça c'est au musée de Tervuren. Donc vous avez une cloche qui est utilisée pour les rituels sacrés. Donc, et donc vous avez encore une fois cette notion de chiffre 4. Je ne sais pas si vous avez remarqué... attendez, elle est où cette feuille? Ah là là, c'est une dinguerie. Moi je vous dis que vous avez intérêt à nous respecter, je ne dis pas pour rigoler. Moi je fais pas des blagues, moi je blague pas. Je suis sérieuse et je suis très assidue dans mon travail parce que je suis passionnée, mon chaton. Vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance entre ces deux choses-là? Donc ça, c'est un chromosome et vous avez un objet de culte sacré qui fait, en fait, pour ritualiser et honorer la vie. Ah, c'est bizarre. Alors pour cet artefact-là, il n'y a pas de date. C'est à partir de 1800 et quelques, à partir du moment où les Belges ont débarqué, mais bon. On va pas parler de ça aujourd'hui. Vous voyez l'affaire? Dinguerie. Comment tu me dis, on est ensemble? Cher Kalala, comment tu me dis? Comment on dit? Pardon, excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. Je vais dire... Putain, j'arrive pas à revenir sur le mot, c'est dingue. Je viens d'en parler. Ousiré. Bah oui, je viens de le dire. Ousiré. Nusiré, Kalala. On est ensemble. C'est grâce à lui. Hein. Et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, au moment où j'ai eu cette petite amulette qui m'accompagne dans toutes mes recherches. Hein. Depuis que je fais mes recherches scientifiques, elle m'accompagne. Et j'avais vu une vidéo, mais je ne connaissais pas du tout qui c'était. Je ne connaissais pas du tout ni le panafricanisme, ni les kémites, ni quoi que ce soit. Et j'avais vu une vidéo comme ça qui était passée, et j'avais même plus su retrouver la vidéo après, où il expliquait des artefacts qui venaient d'Asie et qui montraient que les premiers Asiatiques étaient noirs. Et puis, il sort cette phrase où il dit, mais est-ce que vous avez déjà vu des Asiatiques avec des cheveux comme ça? Et ça m'avait fait une bombe dans la tête. Je me suis dit, mais il a raison.
Et là, j'ai commencé à chercher, et j'ai commencé vraiment aussi à chercher du côté de l'Asie. J'ai étudié le bouddhisme et tout, et tout, et tout. Et je suis allée dans un temple bouddhiste, et où là, j'ai vécu une expérience qu'on appelle la synesthésie. Donc, je me dis, mais non, franchement, il faut chercher. Il faut chercher, il faut s'instruire, c'est très important. Et donc, du coup, ici, je continue. Ici, vous avez, donc au musée de Tervuren aussi, vous avez donc des artefacts qui montrent en fait que le peuple Congo était basé sur le culte, donc peuple matriarcaux, basé sur le culte de la mère à l'enfant. Alors vous vous dites, bon, ces gens-là, on les a traités de sauvages, ils ont débarqué chez nous en prétendant qu'ils voulaient nous civiliser, sauf que là, je viens de vous démontrer que sur le plan biologique, ils étaient vachement plus avancés qu'eux. Le culte de la mère à l'enfant, c'est ce qu'on appelle la mitochondrie. Et je vais faire le lien après. Dans l'autre vidéo, je vais expliquer en long. La mitochondrie, c'est une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Donc, le culte de la mère à l'enfant, je ne sais pas si vous voyez bien la photo, parce qu'avec le reflet, je ne sais pas si ça se voit bien. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ici, vous voyez, donc, vous avez ici la femme qui a des espèces de X qui tout le long de ses épaules. Et ici, vous avez le symbole c'est un symbole qui est aussi repris dans le vaudou. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié le nom. Et c'est aussi un symbole des peuples autochtones d'Angola, enfin du royaume Gola. Que les femmes autochtones du royaume Gola ont ce symbole sur le front, qui symbolise le chiffre 4. Donc elle est la quatrième, elle est l'élue. Vous voyez l'affaire? Dinguerie. Donc ici, c'est pour le Louvre. J'ai pas montré la photo de... J'ai pas montré la photo de... Je sais pas si je l'ai ici. Du Louvre. Où... Bah, de toute façon, vous voyez à quoi ressemble Osiris et comment est représenté Osiris. C'est pas pour rien qu'il est représenté en noir aussi. Et donc, du coup, c'est pour faire le rapprochement en fait avec le soleil. Bon, je vous le dis, hein, peut-être que ça vous a pas sauté tout de suite à l'esprit. Mais ce que je viens de vous décrire là, c'est un peu ce qu'on décrit, comment on décrit le soleil. Du coup, moi, ça m'intéresse vraiment, 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 vraiment beaucoup d'apprendre comment fonctionne le soleil. Et là, on est ici. Je vous laisse. Donc, voici. Je suis à la page 4. Bah ouais, parce que c'est chaud quand même. Hein. Je vous avoue que c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et ici, j'ai relu tout à l'heure parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas ouvert, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pour ça, c'est vrai. Je passe beaucoup de temps sur YouTube. Du coup, je passe pas assez de temps là-dedans, mais je vais essayer de passer un peu beaucoup de temps là-dedans parce que ici, ça reprend mais vraiment toute la physique. Toutes les notions de physique sont reprises dedans. Ici, là, je vois avec les pressions Pascal et compagnie. Les températures, parce que forcément qui dit plasma dit forcément interaction au niveau des températures. Et je vais remettre en ligne ma playlist sur les documentaires, tous les documentaires qui va parler de l'astrophysique. Allez voir, allez jeter un œil, franchement c'est super intéressant. Et donc du coup je regardais, parce qu'il y a les plasmas chauds, plasmas froids, plasmas naturels, les plasmas synthétiques, donc avec les formations de néons. Et donc du coup là il faut comprendre le tableau de Mendeleïev. J'ai fait un poème là-dessus, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mon énergie est noble, je suis ta reine. Je parle de ça, hein. Je parle du tableau de Mendeleïev. Dinguerie. Mendeleïev. Ah, mon lapin. Il n'y a pas Héliopolis quelque part? Ok, donc Mendeleïev. J'ai un doute, mon jet. J'ai un petit doute, mon lapin. Donc ici, il y a les plasmas collisionnels, donc avec l'énergie des rayonnements cosmiques. Et du coup, si tu comprends le rayonnement cosmique de notre étoile, tu peux comprendre le rayonnement cosmique des autres étoiles. Et là, ça devient intéressant concernant le calendrier kamite. Donc, si tu es kamite et que tu ne sais pas ça, je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Tu vois ce que je veux dire? Je parle de Kentep, je suis désolée, mais j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Non. Là, je trouve que c'est super intéressant à développer. Je vous avoue que je ne maîtrise pas.
parce que je débute à étudier. Mais c'est... Pour moi, je me dis, les initiés, ça doit être maîtrisé. Pour moi, ça me semble logique. Alors ici, on a les ondes dans les plasmas, ondes acoustiques, ioniques. Là, je ne suis pas encore dedans, hein. Je vous ai dit, moi je suis à la page 4, donc on est juste à l'introduction des plasmas. Plasma solaire. Plasma solaire. Donc ici, vous avez l'oscillation, donc ça va être tout ce qui va être mis en mouvement. Allez, oui. Regardez les calculs, s'il vous plaît. Bon, je vous jure qu'à un moment donné, si je l'ai imprimé et tout, c'est que j'ai l'intention de faire des exercices. Mais bon, je suis un peu bloquée parce que je me dis, je vais faire des exercices, ok. Déjà, je peux même pas savoir si je me trompe ou pas. Et il n'y a personne pour me corriger puisque je fréquente pas d'université. Donc, c'est un peu compliqué. J'avoue que ici, vous avez les dérivés électromagnétiques. Est-ce que vous savez tout ce qu'on peut faire avec les dérivés? Les dérivés, c'est tout ce qui va être la notion de mouvement. C'est décortiquer le mouvement, la vitesse, l'accélération. C'est super important de connaître du coup comment fonctionne le Soleil. Parce que si vous comprenez comment fonctionne le Soleil, vous savez comment fonctionne l'univers. Et bizarrement, le Soleil fonctionne à peu près comme l'appareil reproducteur féminin. Bah dis donc, vous voyez l'affaire? Je redescends. Désolée, je suis un peu... J'ai utilisé... Là, je commence à être dans une énergie que je ne devrais pas utiliser. C'est pour élever et pas rabaisser ni écraser. Le pouvoir est pour élever, pas rabaisser ni écraser. Ici, vous avez introduction à la magnéto-hydrodynamique. Donc, je suis censée, je me dis, je sais pas, peu importe dans combien de temps je dois maîtriser ça. Et si je maîtrise ça, je connaîtrai le Soleil, je connaîtrai Ra. Donc, je pense que être une digne descendante des ancêtres du royaume Kemet passe par ça. Moi, pour moi, je serais indécrottable là-dessus. Si tu maîtrises pas ça, ou que tu tends pas pour maîtriser ça, c'est que... J'ai même pas envie de dire le mot parce qu'après on va m'attaquer là. C'est bon là, c'est... Ok, foutez-moi la paix, moi je suis une mère au foyer, hein. Ça va? En plus, je suis une mère en chômage technique, donc on va se calmer ici bien vite et bien fort. Ici, vous avez, ici donc dans le électro... Comment ils appellent ça? J'ai trouvé ça, donc... la magnéto-hydrodynamique. Donc dans la magnéto-hydrodynamique, vous avez quoi? Vous avez ici, ça c'est un plan. Ça s'appelle un plan. Et donc du coup, ça fait référence à tout ce qui est mathématique concernant... je vais chercher le cours. J'arrive. Ça, dans mes précédentes vidéos, je vous avais montré cette représentation-là. Donc, c'est par rapport à toutes ces données-là que j'ai cherché. Hein. Donc, en biologie, en astrophysique. Du coup, j'avais essayé de refaire cette représentation-là. Et donc, du coup, on a un schéma qui ressemble à l'encre. Et qui représente... Et donc, ça représente... En fait, c'est comme si j'avais essayé de représenter la relativité générale de l'espace. C'est une autre façon de la représenter. Et quand je la représente comme ça, quelque part, c'est comme si je montre que y a des gens, il y a 5000 ans, il y a 6000 ans, peut-être pas 6000 ans, peut-être 5000 ans, hein, en moins 3000 ans avant Jésus-Christ, avant Jean-Claude, ces gens-là maîtrisaient déjà ça. Donc, relativité de qui, de quoi? Merci. Ok. Ici, donc le plan que je vous ai montré là, ça parle de géométrie analytique de l'espace. Et je trouvais ça intéressant parce que, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, c'est... donc, voilà.
c'est ça. C'est tout ce qui va concerner l'espace, donc la représentation au niveau des points. Et ça ici, c'est le cours de Madame Quintin, de l'ITN aussi. J'espère qu'elle va bien. C'est elle, la prof à qui j'ai parlé du pythagorisme, et elle m'a regardé en mode, mais de quoi tu parles, toi? J'ai dit, mais attends, comment ça se fait qu'une prof de maths ne connaisse pas ça? Mais excellente prof, hein. Avec elle, j'ai eu les cours d'analyse, comment ça s'appelle? Enfin, les cours de... comment ça s'appelle? Les statistiques. Les statistiques qui vont donner après l'algèbre financier et compagnie et compagnie. Donc c'est une excellente prof parce qu'en fait, elle a fait une vulgarisation des mathématiques pour que ce soit extrêmement compréhensible et elle a bien fait son taf. Voilà, ce genre de calcul. Et donc le plan là que vous voyez, c'est par rapport à ça. Et donc j'ai essayé de vulgariser, la vulgarisation de ce domaine scientifique avec mon petit dessin. J'avoue que ça fait un peu médiocre, mais ça tient la route parce qu'avec ce genre d'informations, tu peux après avoir des représentations comme ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez, j'ai essayé de représenter... j'ai essayé de représenter le mouvement du son. En fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. C'est pas pour cette fois-ci, cette vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup. Parce que j'arrive... Non, j'ai pas fini, je vous ai pas montré le livre. J'ai pas montré le livre. J'essaie de pas trop foutre le bordel dans... J'essaie de ranger mes cours. J'essaie de faire ça. Alors ici, on termine. Je vais terminer avec ça. Et puis je termine avec un poème. Et on a fini parce que là, ça fait déjà 1h16. C'est comme si vous avez eu 2 heures de cours avec moi. Ça va, je suis pas mauvaise comme prof. Ça va. On rigole beaucoup avec moi. Hein. Ah oui, hein. C'est important de rire. Comme j'ai dit, rire, c'est le meilleur des médicaments. Alors, il y avait une vidéo d'un youtubeur qui parlait du culte du serpent, qui était le culte le plus ancien. Je suis d'accord avec lui. Et moi, j'ai des artefacts pour prouver que ce que je dis et qui est lié à ce que je viens de vous expliquer. Donc, le culte de la mère et l'enfant et le culte du serpent sont un seul et même culte. Et je vais vous le prouver. Alors ici, vous avez donc dans ce livre-là, l'Amérique précolombienne. Ici, vous avez les références, si vous voulez trouver le livre. Voilà, vous-même. Mais il y a beaucoup d'artefacts. Quand j'ai lu un peu ici, il y a beaucoup de ces œuvres-là qui sont au musée à Bruxelles. Musée des Arts à Bruxelles. Donc accessible, malheureusement. Parce que ça devrait être en Amérique. Mais bon, enfin, soit. C'est pas le sujet. Donc vous avez ici une représentation du serpent. Vous avez aussi le dieu serpent, hein, le dieu serpent ailé, à plumes, Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, je sais plus comment il s'appelle. Quelque chose comme ça. Quetzalcoatl. Regardez Black Panther, je crois que c'est lui qui est représenté, non? Alors, parce qu'ils disent que ces gens sont... Dans Black Panther, ils disent que ces gens sont ennemis. Maman! Je vais vous montrer dans ce livre comment ces gens se représentaient. Les premiers Américains. Voilà. Comment eux se représentaient. T'as vu? C'est pas mal. Franchement, ce livre, c'est une pépite, quoi. C'est vraiment une pépite. Une vraie pépite. Vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Et les artefacts qu'il y a dedans. Maintenant, j'ai plus regardé les photos que lire proprement dit. Mais j'ai lu les premières pages. J'ai lu des pages plic-ploc comme ça, accompagnées des photos. Mais vraiment lire. J'ai lu les premières pages et je suis dégoûtée parce que franchement, c'est abusé, quoi. Ils disent... Alors, il y a des artefacts qui sont en or massif, mais ils disent que ces gens ne maîtrisaient pas ne connaissaient pas comment ça s'appelle? Je vais le dire comment ils ont écrit ça. C'est une dinguerie. Ignorer l'outil de métal et ne disposer que de moyens techniques faibles. Mais ils ont plein d'œuvres qui sont en or massif. Donc, tu maîtrises pas l'or, c'est un métal, mon chaton. Non?
Donc je me suis dit, je vais juste regarder les images. Regardez les images. S'il vous plaît. Bon, restons sérieux. Hein, on a presque fini. C'est bientôt fini, les gars. Et tous ceux qui sont là jusqu'à maintenant, franchement, un grand merci. Parce que c'est super intéressant. Moi, là, je suis en train de vous condenser, mais pratiquement 10 ans de recherche, quoi. C'est une dinguerie. Donc, vous avez ici encore, qui montre que c'est bien le culte du serpent. En plus, c'est pas n'importe... Enfin, vous voyez, cette entité qui regarde dans les deux directions opposées. Là, on est dans les artefacts archéologiques. Et c'est une science. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs migrations, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs mutations dans les peuples autochtones d'Amérique. Et ben voilà, c'est prouvable. Hein. C'est probable. Vous avez... c'est ça, hein, ça c'est les artefacts. Je suis sûre que vous avez déjà vu ce style de dessin, même, ce style d'art. Et ce sont des objets qui étaient en or massif. C'est ça hein, qui fait la ruée vers l'or. C'est ça qui fait la fièvre de l'or des colons américains. Parce qu'ils voyaient des trucs comme ça, ils pétaient les plombs, les gens. C'est même pas... Ben si, les colons, les conquistadors. Et ils voyaient des trucs comme ça, ils ramènent ça en Europe. Ils disent, oh putain, c'est en or massif. Et puis après, vous avez l'histoire comme vous la connaissez. Ça aussi, j'ai trouvé intéressant parce que du coup, j'arrive à trouver des similitudes entre les artefacts de... Donc, vous avez ce truc-là. Alors, mitochondrie, on n'est plus trop dedans. Reproduction, mais bon, là, on est dans... Ben, voilà. Ce qui me permet d'avoir cette approche-là et de compléter, mais ça va servir à d'autres sujets que les vidéos suivront. Donc, il y a ceci aussi. Je sais pas si vous voyez, et j'ai une photo au musée de Tervuren qui montre un masque le masque royal du royaume Cuba. Ouais, parce que dans le royaume Congo, il y avait un royaume qui s'appelait Cuba, avec un K. Et donc, du coup, voilà pourquoi je dis que l'archéologie, c'est de la science aussi, parce que bah, du coup, tu peux faire des similitudes vraiment entre tout ça, quoi. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout, parce que... Attendez, je vais vous montrer. Ah, mais là, je suis un peu trop loin. J'espère que la vidéo va pas couper. Je trouve pas, mais je ferai ça. Je crois que je vais faire une vidéo juste sur ça. Sur tous ces artefacts et ce que j'en conclus. Parce que franchement, c'est du lourd, je retrouve plus le... Ah, il est là, le masque. Alors ça, c'est le... je sais même pas si c'est un vrai ou pas. J'ai trouvé ça sur Internet. Il n'était pas au musée. Mais j'ai trouvé des artefacts du royaume Cuba qui ressemblent, où il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'artefacts. J'aime pas ce mot, il est un peu bizarre, artefact. Il y a beaucoup d'artefacts au musée de Tervuren qui correspondent, qui ont les mêmes... je vais vous montrer, je vous ai montré donc les trois, le musée du Louvre. Il y a le musée du Louvre, il y a ce livre là ici qui montre donc les Amériques, et puis il y a Tervuren qui montre finalement les œuvres du royaume Congo. On est sur 3 continents différents, les chatons. Hein. Ah non, l'Égypte c'est ici. Enfin, l'Égypte c'est ici. L'Égypte c'est l'Afrique. Bah oui, ici c'est l'Afrique aussi. T'as vu? Bon, ici là, regardez. Alors là, on est en Amérique. Je sais pas si vous voyez ce que je vois. Donc on a un serpent. On a un vase qui contient de l'eau. Vous avez un jaguar ici qui est représenté. Le jaguar. Et vous avez ici sur le côté plein de X. C'est un X, hein, ça. Ça peut représenter un X. Ça vous fait penser à quoi? Ça, c'est des œuvres qui ont
Ici, il n'est pas noté la date. C'est pour ça que j'aimerais bien aller au musée pour voir les dates. Parce qu'il est au musée du Louvre. Il est au musée à Bruxelles, hein, celui-là. 141. Ah non, il est à Pérou. Il est au Pérou. Merde, fait chier. Ça, je pourrais pas le voir. Mais il y en a quelques-uns qui se trouvent à Bruxelles, donc j'allais voir un peu. Parce qu'ils ne datent pas. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la façon, de toute façon vous le savez, hein, la manière dont ils ont construit leur temple. Temple du Cusco, tous les temples au Mexique. J'en ai parlé dans les précédentes vidéos parce que du coup j'étudie, j'aimerais bien développer tout ce qui va être minéralogie, puisque il y a des météorites. Il y a des météorites tout près des sites au Mexique où a été fabriqué ces temples. Et donc une météorite, c'est quelque chose qui est extraterrestre. Et comme si ça leur avait apporté quelque chose, ce petit plus, qui leur a permis de faire des trucs comme ça. Les mêmes qu'en Égypte. À savoir que l'Égypte est quand même très liée au peuple des Grands Lacs. Et bien vous savez quoi? Il y a une météorite aussi là-bas, qui est tombée en Namibie. Pas loin de la région des Grands Lacs. Et c'est là où a été retrouvés les ossements des premiers Homo sapiens. Et donc du coup, je suis vraiment en train de chercher. Mais bon, je peux pas être partout. Je peux pas être partout. Je peux pas être partout. Là, je vous avoue, là, ça fait 1h30, j'ai mal à la tête. J'ai vraiment mal à la tête. J'ai mal à la tête. C'est beaucoup. Je vous comprends, c'est beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper la vidéo en plusieurs petites vidéos. Oh, mais j'ai fini ma présentation. J'ai pas parlé de la mitochondrie parce que la mitochondrie, c'est trop du lourd. Mais qui va dans mon sens, puisque ça se transmet de la mère à l'enfant. Et tous les peuples autochtones sont basés sur ça. Tous les artefacts archéologiques le prouvent. Et donc, je vais terminer avec un poème à moi que j'ai retrouvé. Je vais le chercher. Et je vous parle aussi, regardez, j'ai pas terminé mon dessin. J'ai continué. Ma panthère, ma jolie panthère. J'ai essayé de faire les tâches ici, mais c'était pas joli. Alors du coup, je suis retournée au magasin et j'ai acheté des nouveaux crayons pour pouvoir terminer mon dessin. Parce que qui dit travail professionnel demande des ustensiles de professionnel aussi, donc j'étais obligée d'acheter des nouveaux crayons. Donc ça va, mais je vais terminer ça. Je suis contente, j'avance, j'évolue. C'est l'essentiel. Je vais chercher le poème. Je sais même pas pourquoi je suis pas allée chercher. Je vous jure que je suis fatiguée. Je suis sûre que vous aussi vous êtes fatigués. Moi je suis fatiguée, putain. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je sais pas où c'est. Bon. Et je vais enlever la autre. J'avais oublié de vous montrer. C'était des trucs là. Mais en fait, ça c'est. C'était des trucs. Mais ça c'est pour. Ouais. Ah ben voilà. Tout ce que je viens de vous expliquer là peut être résumé par ce, par ce petit schéma. Donc vous avez la première étape. Donc où elle va fabriquer toutes les cellules pendant sa période utérine. Et puis ensuite vous avez donc la période qui arrive après. Donc ça aussi j'ai pas précisé. Donc ça revient à la puberté et puis ensuite ça s'arrête à la ménopause.
Donc pendant cette période de puberté jusqu'à la ménopause, c'est cette partie-là qui va être développée. Donc à chaque fois, vous allez avoir une ovule qui va... Donc du coup, vous en avez une qui est viable et l'autre qui n'est pas viable. C'est ça, hein. Au cours de chaque cycle. Voilà. Là, franchement, je trouve que le corps féminin est un univers à explorer, un univers à lui tout seul. Et c'est pour ça que je vous dis, le corps féminin fonctionne un peu comme un système solaire et le système solaire fonctionne un peu comme l'univers. Tu vois l'affaire? Ça ici, l'ADN mitochondrial. Voilà. C'est un peu comme des cercles. Mais c'est plus une... En fait, la mitochondrie, vous voyez la mitochondrie, donc c'est quelque chose qui est circulaire, mais allongé comme une ellipse. Parce qu'il faut pas se voiler la face, le système solaire, c'est pas un cercle, hein, c'est une ellipse. C'est pour ça que vous avez, au niveau des... Vous avez la précession des équinoxes, etc. C'est compliqué, c'est de l'astrophysique. Je suis pas dans l'astrologie, hein, on est dans l'astronomie, astrophysique. Mais c'est des ellipses. C'est un cercle, mais allongé, qui représente exactement comme une mitochondrie. Et quand vous avez l'ADN mitochondriel, ben ça forme c'est comme des cerceaux. T'as vu? Vous avez ici aussi... ça, j'ai trouvé ça sur le truc de sexualité sacrée. Même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais j'avoue qu'elle fait bien son taf aussi. Et donc voilà, l'ANC, qui représente l'appareil reproducteur féminin, et je viens de vous démontrer pourquoi c'est le cas. C'est tout. Et donc je termine, je conclus, je vous remercie, ça fait 1h30. Donc je vais terminer par un poème que j'ai écrit quand j'ai commencé vraiment à explorer le monde de la mitochondrie. Dinguerie. C'était vraiment il y a quelques années, hein. C'était genre, je sais pas, en 2013, 14, 15. Je commençais vraiment à maîtriser ce que j'étudiais, quoi. Et ça fait ça il y a 10 ans, quoi. Putain, le temps il passe trop vite, c'est une dinguerie. Bon, je termine. Donc, je suis sur tous les fronts. Et là, je représente, là c'est, voilà. Je sais pas si vous voyez un peu la représentation. Je suis sur tous les fronts. Voilà. Mon énergie a permis à Dieu de se créer lui-même. Mon énergie a créé l'univers et tout le monde connu et inconnu. Parce que connu et inconnu, je veux dire invisible. La première et la dernière, l'alpha et l'oméga. Je suis le son originel, le yin et le yang en fait. J'ai écrit le yin, mais je dois préciser, le yin et le yang. Ça c'est le truc que j'ai appris aujourd'hui. Puisque l'énergie masculine est à 75% féminin. C'est une dinguerie. Donc je suis le son originel, le yin et le yang. Sache que je suis ton premier ADN, appelé mitochondrie, caché aux yeux de tous, le souffle de toute vie, la mère de tous les êtres vivants et non vivants. En fait, la maître de tous les êtres. Point. Là, je mets parenthèse. La grande architecte des mystères de la grande œuvre alchimique. En gros, je suis en train de vous dire que les francs-maçons, c'est des lopettes. Mon château, il m'a donné des dios. C'est pour ça, hein. Moi, je calcule plus ces gens depuis perpète parce que je me dis, mais en fait, ils servent à rien, ces gens. Et ils ont rien vraiment. Comme info, ils ont que dalle. Et moi, je vais où il y a de l'info. Voilà. Donc, en fait, c'est de la masturbation intellectuelle. Voilà ce que font les francs-maçons. Maintenant, ils font des dingueries aussi parce que quand t'es pas intelligent, t'es capable de faire des dingueries. Et ils n'ont pas cette intelligence-là. Cette intelligence divine. Et voilà pourquoi j'ai représenté ça par une carte mère. Parce que tout n'est que fractal. Et donc je termine par un extrait du poème que je vous ai déjà lu. Redoute-moi toujours, car je suis la scandaleuse et la magnifique. Ankh, Oudja, Seneb. Peut-être.